La vie est une question de choix, je l'ai toujours dit. Sauf que moi, j'étais le seul à venir avec des voitures, du garde du corps et des belles filles toute la journée. Soyez vigilantes et soyez vigilants. C'est-à-dire qu'on peut aimer, mais il faut mettre tout sur papier. Contrat, bétonné. Un yacht de 55 mètres, ça reste à 55 mètres. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Moi sincèrement, j'ai besoin d'être en permanence en compétition. Je suis un insatisfait permanent. Devant la glace, je dis, bon, c'est tout ce que t'as rien, c'est ça que t'es. Allez, lève-toi, allez, vas-y, tiens, il est 5h du matin, allez, bouge ton cul. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans la vie ? 2 choses. Premièrement, j'avais 29 ans, j'étais jeune, j'ai mis le doigt dans le pot de confiture, c'est à jamais faire. Vous n'allez jamais mettre le doigt dans le pot de confiture. C'est-à-dire que, je l'ai dit, je me suis retrouvé chez un juge, je me suis retrouvé parce que j'ai acheté des biens immobiliers avant et j'ai donné de l'argent au black. C'est des conneries, c'est à éviter. Ça, c'est vraiment le regret que j'ai de ma vie. Et le deuxième regret, c'est d'avoir fait confiance à ma dernière femme. Ça, ça a été ma chute, mais de l'autre côté, elle m'a fait 2 beaux enfants. Donc c'est comme ça. C'est la vie. Tout était une question de choix, je me suis trompé. C'est pour ça qu'il faut bien... Les 2 choses les plus prudentes, je suis désolé, mesdemoiselles, mais c'est le fisc et les femmes. Il faut surtout faire très attention dès le départ. Voilà. Est-ce que tu peux sortir ton bidon d'huile, ton objet ? Oui. Parce que justement, tu nous as dit, ouais, t'es un excellent vendeur, c'est ça ? Oui, Bah, t'as 1 minute pour vendre ce bidon d'huile. pas de problème. Tenez, mademoiselle, qu'est-ce que c'est ? C'est un bidon d'huile. Non, c'est pas un bidon d'huile. C'est mon bidon d'huile. C'est Titan Motor Oil, Centurion Motor Oil Europa. Avec cette huile, vous n'aurez pas la différence avec les autres. Vous aurez la plus grande différence, c'est la densité. Vous avez une viscosité hors norme et c'est surtout que les autres, elles ont un prix. Moi, je vais être en dessous du prix. Bien acheter, c'est bien vendre. Donc vous allez bien vendre derrière. Je n'ai pas été exceptionnellement bon parce que je ne suis pas à vendre des bidons d'1 litre. Je vends des camions et je suis nettement meilleur sur des camions. Mais en gros, quand vous vendez quelque chose, vous pouvez l'enjoliver. Comme tous les vendeurs. On est tous des menteurs. Faut pas rêver, hein. Menteurs et menteuses. On ment, c'est comme ça, c'est l'humain. Si vous n'avez pas compris ça, ça n'existe pas. Hein. Celui qui dit « Ah, moi, 100%, je te dis la vérité ». Non. Il y a un moment, tu as menti. Alors, il y en a qui mentent éhontément tout le temps. Il y en a qui mentent un peu, mais on ment. Donc, le but de l'opération, c'est de ne pas avoir et ne pas, en parlant crûment, rouler le client. Vous pouvez enjoliver. Ah, c'est un iPhone, il est mieux que l'autre, il est bien. Bah, attendez, celui-là, il est plus fort, etc. Vous pouvez enjoliver. Mais surtout, vendez ce que vous devez vendre. C'est la règle de base. Ne pas baiser le client en parlant crûment. Moi, lorsque je leur vends quelque chose, je leur vends. J'enjolive, comme tous. Mais je vends. Et pour bien vendre, c'est bien acheter. La règle, elle est là. C'est uniquement. Pourquoi je vais faire la différence avec les autres ? Parce que je vais chercher le prix. Alors certains me disent, mais c'est pas possible que tu aies ces prix-là. Mais si, c'est possible. On se laisse toujours, vous avez des gens qui sont là devant une porte, ils perdent leur clé, ils sont devant la lumière. Mais tourne, va ailleurs. Il y a des façons de faire. Il y a une façon de vendre et d'aller chercher le prix. Voilà, moi j'ai fait des coups, bon là je le dis, je n'ai pas honte, il y en a qui n'oseraient pas. Moi j'ai des fournisseurs, je n'arrivais pas à rentrer. Je n'arrivais pas à rentrer. Chez le fournisseur, il me disait non, on a un contrat. Non, on a un contrat. J'ai dit je l'aurai. Non, tu ne l'auras pas. Je l'aurai. Comment je l'ai eu ? J'ai pris un détective privé. Et le détective privé, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ce que faisait le monsieur, ce que faisait sa femme, ce que faisaient ses enfants, ce que faisaient ses hobbies. Et là, je suis arrivé dans un hobby. Lui, c'était le rugby. Qu'est-ce que j'ai fait pour le rugby ? J'ai sponsorisé le rugby. Et puis, j'ai été me foutre au rugby. En vérité, c'est pas que j'ai le rugby, mais je m'en fous. Mais c'est pas grave, j'y ai été. Puis, je l'ai rencontré dans un bar où ils faisaient leur réunion 1 fois par mois pour le rugby. J'ai payé le sponsor, machin, etc. Il me dit, vous êtes là ? Je dis, ben oui, je veux travailler avec vous. Et là, j'ai déclenché la sympathie. Et il m'a écouté. Et finalement, on travaille ensemble. Et rien n'est acquis, il faut aller le chercher. C'est tout. Il y a des gens qui sont déterminés, d'autres non. Et comment tu fais pour trouver ces opportunités-là ? C'est-à-dire que, par exemple, là, vous avez cette opportunité par rapport avec l'huile, vous avez fait une boîte Centurion Motor Oil. Comment vous faites pour vous dire, OK, je vais me lancer dans ça ? Mais comment ça s'est passé ? J'étais sur l'autoroute, j'étais dans une Ferrari, une 458 Italia, qui venait juste de sortir. Et puis, je roulais comme un fou furieux en Allemagne. J'étais à 310, 320 tout le long. Et puis, d'un seul coup, je vois le témoin d'huile. Je me dis, merde, il fait à 5000 km. Donc, je m'arrête dans une station. Je prends la bouteille. Je dis, ah, quand même, ils tapent les Allemands. Bon,
J'arrive en Slovaquie, puis je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Les trucs qui me détaillent, c'est les prix, il y a quelque chose. Donc, comme je suis curieux de nature, je suis un sacré curieux, donc je me suis arrêté en Slovaquie. Avant, j'ai fait l'Autriche, la Slovaquie, etc. J'ai regardé les prix, j'ai dit, mais ils sont encore pires. Bon, le temps a passé. J'ai pensé un petit peu à parler des lubrifiants, mais sans plus. Et puis, un jour, j'ai mon copain Sylvain Pelletier qui m'appelle, qui vend des voitures. Et il me dit, tiens, j'ai ça. Et il vient avec un type que je tairai le nom, il s'appelait Raphaël, un toxicomane... Mister Cocaïne, on l'a appelé, il est arrivé pour acheter une société dans ma fiducie en Slovaquie, parce que je vous rappelle qu'on vient en Slovaquie pour avoir une fiscalité, pour réduire la fiscalité, et parfois pour avoir des nouveaux fournisseurs, parce que je vends pas, je suis pas là pour faire de l'inadéquation fiscale et pour en prendre des gens sur le territoire français, ça je ferai jamais, pour leur proposer de l'optimisation fiscale, parce que c'est pénal et j'ai pas envie de me retrouver en prison ni chez un juge. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu et il m'a dit voilà, on cherche ça. Et je fais toujours confiance. Donc, je lui ai ouvert une porte avec un fournisseur. Là, il a voulu en parlant crûment, il m'a baisé. Voilà. Donc, il ne m'a pas baisé longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je l'avais mis chez mon comptable, j'ai demandé une lecture comptable. Je lui ai dit, voilà, tu me dois ça. Ah, je te dois rien. Il m'a payé. Et en même temps, j'ai pris son fichier client. Et j'ai dit, si lui, coquinomane, mythomane, fait ça, je vais m'attaquer. Il m'a fallu 2 ans. Je n'ai pas appris en une année, 2 ans. Les premiers trucs, je me ramassais. Personne ne me faisait confiance. Donc, comme je n'avais pas la capacité, que je n'avais pas l'argent, j'ai commencé à acheter un vieux Transit, un vieux Fiat Ducato de 250 000 bornes, et j'ai commencé à acheter, revendre. Pendant ce temps-là, je vivais sur la société de ma copine, qui était dans l'événementiel, et je faisais des mariages de luxe, etc. Et voilà. Et j'ai fait du porte-à-porte. Et ensuite, j'ai trouvé la faille. Et quand j'ai trouvé la faille, je me suis rappelé des disparités entre pays. Et là, ça a été mon terrain de jeu. Et j'ai monté mon propre réseau. Attention, c'est des heures, c'est du boulot. C'est pas Instagram, les réseaux sociaux, ça tombe du ciel. J'y ai laissé 12 années de ma vie. Mes enfants seront riches, même si ça n'est plus pour moi. Au moins, on est parti avec la caisse. Mais c'est comme ça. Là encore, c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans tout. Alors, je vous le dis, ça va peut-être vous choquer. Que vous soyez une femme ou vous soyez un homme, vous ne savez jamais avec qui vous êtes dans le lit. Souvenez-vous de cette base. C'est votre amour aujourd'hui, ça sera votre pire ennemi demain. Le choix que vous allez choisir, vous, d'un homme, et lui, d'une femme, va être souvent très important dans la vie. Ça va être d'une importance cruciale. Donc, soyez vigilante et soyez vigilant. C'est-à-dire qu'on peut aimer, mais il faut mettre tout sur papier. Contrat, bétonné. Parce que là, pendant 5 ans, 10 ans, c'est votre prince charmant. Et puis après, ça se trouve être le salopard qui a été papillonné à droite à gauche. Ou vous serez la princesse et en vérité, vous serez ce que j'ai eu moi. Voilà. Donc, voilà, c'est la seule chose. Il faut se prévaloir en se disant... Ça, c'est comme ça. Moi, maintenant, ma vie privée, je la gère comme une entreprise. Je veux dire, c'est un robot. Non. Ma nouvelle nana, je l'adore. Je me réveille le matin, elle est belle comme le jour, je suis content, tout se passe bien. Demain, elle roulera en Porsche, en Classe G, tout ce qu'elle voudra. Le temps que je me refasse une santé. Oui, ça sera à mon nom. Le jour où elle veut, ça sera l'appartement, la maison, tout sera à mon nom. Si elle reste jusqu'à la fin, c'est normal qu'à la fin, je lui laisse quelque chose. Mais si elle me trahit avant, elle repartira comme elle est venue, avec ses chaussures et son sac. Voilà. On le sent, les cadeaux, ça on les laisse, mais le reste, non. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. D'accord. On va toucher peut-être un peu dans le profond. T'es entrepreneur, tu suis ta vision, et des fois, on a l'impression que tu suis que ta vision et t'écoutes pas trop les autres. Rien. Personne. Comment tu gères la solitude de l'entrepreneur? Aucun problème. Tous ceux qui seront avec vous, pas du tout. Ils vont vous jalouser. Votre employé, vous allez être la cible en plein milieu. Ouais, t'as vu cet enfoiré, il est parti au ski, t'as vu avec la nana, t'as vu la voiture. En vérité, ce sont des frustrés. Parce qu'ils ont décidé, c'est leur choix de vie. La vie est une question de choix, je l'ai toujours dit. J'ai des amis qui sont salariés. J'ai mon ami d'enfance, il doit gagner 1500 balles par mois, mais il n'est pas envieux. Il est là. Il a choisi sa vie. J'ai le respect.
Je dis bravo, chapeau, t'es pas malheureux. Moi, je l'y suis. Moi sincèrement, j'ai besoin d'être en permanence en compétition. Je suis un insatisfait permanent. C'est jamais assez. Voilà. Alors, j'ai mis le doigt dans le pot de confiture, j'ai plus jamais le zigzag, mais je suis un insatisfait. Tous les matins, je me botte les fesses, mesdemoiselles. C'est-à-dire devant la glace, je dis, bon, c'est tout ce que t'as rien. C'est ça que t'es. Allez, bouge ton cul. Allez, lève-toi. Allez, vas-y. Tiens, il est 5h du matin. Dépêche-toi. Allez, je me dis, allez, 5h, 5h05, tu dois être... vas-y, hop, envoie les mails. Et c'est sans arrêt. Je me bats contre moi-même et je me bats contre le temps. J'ai l'impression que j'ai bouffé ma vie comme une glace. J'ai rien vu passer. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. Jusqu'à maintenant, elle était belle. On dirait un jeu vidéo quand on écoute. Ouais. Il y a des choses que j'ai pas pu dire sur les réseaux sociaux, je dirais probablement, mais j'ai eu 15 vies en une. Parce que les gens me disent, ouais, c'est du mytho. Moi, j'ai toutes les photos, j'ai toutes les preuves, tout le monde peut se renseigner, on peut aller, j'ai rien à cacher. Mais ouais. J'ai eu une vie, et j'espère, je touche du bois encore loin, mais ouais, j'ai eu des trucs complètement fous. Si je vous dis que j'arrive chez un commissaire-priseur pour vendre des voitures, et je lui dis, je veux être clerc commissaire-priseur. Il me dit, monsieur, faut déjà étudier. Et puis, je lui amène des voitures, c'est à Nogent-sur-Marne, dans une petite cour, le commissaire Berlinguy. Et je lui dis, il me dit, je ferai de toi, monsieur Fernandez, vous serez mon clerc de commissaire si vous me trouvez ça. Parce qu'il cherchait un local, ça faisait 12, 15 ans que... Pas 12 ans, mais bien 10 ans, entre 10 et 15 ans, que les commissaires-priseurs avaient donc la territorialité. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller dans un autre département. Maintenant, ça s'est libéré, mais avant, non. Et donc, on était à Nogent-sur-Marne. Trouver un local, c'était impossible. Il a fallu que j'ai en rendez-vous avec une superbe nana. À l'époque, on avait les gros téléphones, c'était Radiocom 2000, j'étais dans la Porsche Turbo. À l'époque, je fumais, j'étais là, je regardais, j'étais là. Qu'est-ce qu'il y a fou? Je rappelle les parents, non, pas là, un quart d'heure, 20 minutes. Et je vois un grand black en bas aux barrières. Je dis, mais c'est quoi là, tous les étages là? C'est le parking du RER? Il me dit, oui, c'est le parking du RER. Je dis, dites-moi, est-ce que c'est loué là? Il me dit, vous êtes qui? Écoutez, je pose juste des questions, tenez un pourboire. Il me dit, oh, sympa. Je dis, écoutez, expliquez-moi. Il me dit, là, non, les 2 derniers étages, on les loue pas. Et je dis, en semaine, il me dit, on loue les 3, mais le week-end, alors là, il n'y a plus rien. Les 3, 4 derniers étages, ils sont libres. Ah, ok, d'accord. C'est qui le boss? Il m'a donné le nom du boss. J'étais content qu'elle est arrivée en retard. Parce que j'ai regardé. Et là, ça m'est venu le déclic. J'ai dit, ça y est, j'ai le local. Tout le monde me dirait, qu'est-ce que tu vas foutre avec un parking public? C'est impossible d'avoir. Eh bien, le parking public, je l'ai loué. Et j'ai pris un bail. Puis je suis arrivé, j'ai dit, je suis ton clerc de commissaire-priseur. Et tout le monde m'a dit, c'est pas possible. Alors après, il fallait l'argent pour ramener les voitures. C'est ce que j'ai fait. J'ai vendu ma Porsche, j'ai vendu ma montre, j'ai vendu mes fringues, j'ai vendu tout ce que j'avais. Et je suis parti avec l'argent et j'ai donné 5% à tous les garages au Luxembourg. Parce qu'à l'époque, le diesel, on avait le choléra. Un peu comme aujourd'hui dans les villes. Mais ils avaient le choléra là-bas au Luxembourg. Mais en France, on adorait le gasoil, pays du gasoil. Donc j'ai écouté, vous risquez rien, je suis clerc de commissaire-priseur. J'y étais pas encore, j'ai menti hontément. Appelez le commissaire-priseur, le Berlinguy. Je vous amener toutes les voitures par transport. Si elle n'est pas vendue, vous gardez les 5%. Le mec, il dit, bon, on risque rien, on a les papiers. Ça va chez un commissaire-priseur. C'était le jeudi. Je passais de la pub, pas un appel. Le vendredi matin, pas un appel. Oh, j'ai dit, je vais bouffer la grenouille, je suis mort. Et vendredi après-midi, j'avais fait une pub dans le Figaro, ça n'arrêtait pas d'appeler. Première vente, 152 voitures. À 10%, et quand l'autre, il me redonnait 3%, j'avais le sourire. 3 mois plus tard, j'allais chez Bolinini en train d'acheter une Lamborghini Diablo, 1991. Neuve. J'ai les photos, j'ai tout ça, ça ne s'invente pas. Et là, je suis parti faire la fête avec elle s'appelait comment? Ouais, Anna, une Russe qui était superbe, qui était modèle chez... comment elle s'appelait? C'était à l'agence Elite. Et puis j'ai fait la fête. Je suis parti à Saint-Tropez, et puis j'ai monté cette boîte pendant 1, 2, 3, 4 ans. Puis je l'ai revendue à Moshe, un Israélien qui est arrivé, qui m'a fait une proposition. Et puis de là, je me suis lancé dans le nautisme. Puis je suis parti dans le nautisme.
Puis j'ai fini en Andorre, à acheter une société qui s'appelait Tot Pintat, toute peinture. Je l'ai transformée, je l'ai appelée Nautica Catalunya Yacht, et j'ai ouvert un showroom en plein centre-ville, à Andorre, au pas de la case pour du ski. Alors là, vendre des bilboquets à la sortie du cimetière, c'était le cas. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui va foutre un bateau? Alors je l'ai fait monter en plus par transport exceptionnel, mettre un 32 pieds dans la vitrine. Tout le monde m'a dit, mais il est taré ce mec. Qu'est-ce qu'il va vendre des bateaux en montagne? Ouais, sauf qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'y a pas de TVA en Andorre. Et qu'à l'époque, on gagnait 30% sur un bateau. Alors ce que je faisais, c'était simple. Achetez votre bateau en toute confidentialité, c'est-à-dire qu'il pouvait venir avec du cash, c'était le bon temps. Et surtout, je faisais 30% de remise. Les mecs, ils couraient. Mais en vérité, il y avait que 20% pour la TVA et 10% de remise. Je gardais 20. Je me suis gavé. Et je leur disais, je vous reprends le prix du bateau dans 2 ans. J'ai fait un carton monumental. Voilà. Les opportunités. Il faut aller chercher les niches. Ça a toujours été. Ça l'est encore. Il y a plein de choses à faire. Là, mes batteries, vous allez voir, tout le monde rigole avec mes batteries. On va voir. Justement, vous pouvez nous parler un petit peu de ces batteries-là? Le marché de la batterie est exponentiel aux alentours de 35% d'augmentation dans les 3 dernières années. Quand on me dit que j'ai de la chance, j'étudie tous les marchés. Et j'ai trouvé, bon, ça, je sais qu'il y en a qui vont tousser, donc il faut que je sois prudent. Je vais dire qu'il y a un gouvernement actuellement qui achète les batteries à une usine et qui est un contrat d'armée. C'est délicat parce qu'en ce moment, parler de ça, c'est géopolitique. Disons que j'ai été... Bon, on peut le lâcher. Hein. Il y en a qui n'auraient pas osé. Je suis parti en Ukraine. Okay. Voilà, en plein conflit. Et aujourd'hui, il y a une usine, je ne peux pas dire le nom, qui a aussi une autre usine en dehors d'Ukraine, qui est dans un pays pas loin de la Moldavie aussi, etc. Ils ont plusieurs postes où ils fabriquent des batteries pour l'armée. La guerre va s'arrêter. Tout le monde m'a dit, non, c'est impossible. La guerre va s'arrêter. Souvenez-vous de ce que je vous dis, mai, juin, il n'y aura plus de guerre avec l'Ukraine. Terminé. Ne me demandez pas d'où viennent les informations, je les ai. C'est tout ce que je peux vous dire. Et là, tout le monde va dire, ouais, on verra si j'ai tort. Moi, je sais que ça va s'arrêter. Et donc, j'ai été les voir pour prendre la production. Et comme je n'ai pas l'argent nécessaire, parce que je viens de rentrer dans un fonds d'investissement, on m'a dit, comment tu vas faire? Tout le monde m'a vu sur les réseaux sociaux en train de foutre une maison que j'avais, que j'ai récupérée dans ma séparation. Et cette maison, elle était estimée à 2 millions, 2,2 millions dans les agences. Donc, je l'ai mis à la valeur à la casse par un expert judiciaire à 1630, d'ailleurs, qui n'était pas content que je mette son nom sur les réseaux. Donc, du coup, je l'ai enlevé parce que c'est tellement pathétique. Et donc ça, plus un autre bien, je vais donner 3 millions pour ce bien et je vais emprunter 1,5 million. Parce que j'ai besoin d'1,5 million pour payer cash tout de suite les premiers 6 mois de construction, de fabrication de ces batteries. Je suis dingue, hein? Je remets tout. Je les mets. Et celui qui va investir avec moi, qui va venir, il risque rien parce que demain, il a 3 millions d'actifs. Donc qu'est-ce qu'il y a? Vous allez dire, ouais, mais il est rentré dans un fonds de pension, pourquoi il ne demande pas au fonds de pension, au fonds d'investissement ou au fonds de gestion de fortune? Pourquoi? Parce que je vais leur amener de l'immobilier. Alors pourquoi je vais leur amener de l'immobilier? Ils n'ont pas eu besoin de moi. Mais là encore, j'ai amené une niche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me suis dit? Je dis, les types qui vendent, à chaque fois que j'ai proposé un rendement, on dit, ah, c'est du Ponzi, etc. Là, j'ai réfléchi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut se passer? Il faut penser au père de famille qui a son argent, qui est là. Il dit, oh là, mais avec lui, je lui fais pas confiance, je sais pas, machin, il a une tête d'escroc. On peut tout dire. On peut me détester comme on peut m'aimer. Moi, je vous dis, ne me faites pas confiance. Venez directement chez le notaire et chez l'avocat. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, mesdemoiselles, vous avez un projet. Vos parents vous ont laissé un appartement payé. Et puis, vous venez pour avoir de l'argent, et les banques vous disent, oh non, mesdemoiselles, on est trop jeune, on n'a pas de bilan, on veut pas, on veut ça. Vous allez taper toute la famille, les copains, vous avez 30% d'apport. Vous venez chez moi. Parce que maintenant, je dis chez moi, je suis rentré comme administrateur. C'est pas mal pour un petit mec d'autodidacte. Et rentrer dans un fonds d'investissement où ils ont 100 millions d'actifs. Alors, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, écoutez, ces demoiselles sont arrivées et nous donnent leurs biens. Donc, ça veut dire que déjà, votre bien, il nous garantira le montant qu'on va vous prêter. Plus vous avez 30% d'apport ou 40%, ça veut dire que vous avez déjà la corde sensible en disant on va être entrepreneuse, on y met ce qu'on y met et on y va. Donc le mec en face, il risque rien. Et moi, je vais vous emprunter, vous allez emprunter chez moi
Pas à 3, 4 ou 5, hein. Je vais vous taper 10 ou 15. Mais vous allez faire, parce que sinon, vous ne feriez pas. Et c'est comme ça qu'il faut équilibrer. Je vais réinventer un peu ce que font les fonds de pension. Alors, il y a des gens qui font du 10, du 15% de rentabilité. On me dit, mais non, mais si, parce que vous faites de l'immobilier. Rien qu'en Espagne, ils sont entre 20 et 25. Vous allez sur une boîte polonaise, vous êtes déjà à 16 à 20%. Mais nous, on voit toujours le Français, il a peur. Il est là derrière, derrière sa télé, son truc, c'est le mouton. Pardonnez-moi, mais on est des moutons de Panurge. On se fait tondre comme des... Et voilà. Et puis on est content. Alors le Français, il est là, il dit c'est pas possible. Quand on parle des pays de l'Est, il y en a qui arrivent, je dis oui, on a la télécouleur, et puis on pédale pour l'électricité. Quand ils arrivent, il arrive Eurovea Bratislava. Il voit le prix de la tour, mais il me dit on est plus cher qu'à Cannes le mètre carré. Mais combien gagne votre secrétaire 2 000 euros. Et lui, 4 000, 5 000, mais il gagne plus qu'en France. Mais réveillez-vous, évidemment. C'est ça le problème. C'est la France a vécu sur des acquis sociaux, mais on est... Il n'y a qu'à voir le parc automobile, regardez un petit peu ce qu'on a. On est la risée. Puis en plus, maintenant, ils nous mettent une loi avec taxé sur les voitures. Une Porsche avec 100 000 euros de carte grise. C'est bien de continuer comme ça, parce qu'ils arrivent tous chez moi. Ça ne me dérange pas. Laurent, est-ce qu'on peut parler un peu de crédibilité de l'entrepreneur ? Je vais te poser une question. Oui. Je suis sûre que tu ne vas pas répondre bêtement. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil ? Allergie au pollen depuis 2 jours à Paris. Donc, tu ne veux pas nous raconter un peu c'est quoi ta vision de l'image que l'entrepreneur doit donner quand il se présente devant ses clients, devant ses fournisseurs ? Moi, je vais parler clairement. Ce que j'ai fait, je pense que peu de monde aurait fait en étant à ma place l'année dernière. J'ai gagné de l'argent en vendant de l'huile. Et puis, j'ai fait un contrat important d'huile. Et le type, c'est ce qu'on appelle les RFA, remises de fin d'année. Et c'est ce que je dois toucher en fin d'année, si je fais le quota. Je me suis permis le luxe de lui demander la RFA d'une seule traite. Si je la réduisais de 50%, j'allais gagner à peu près 695 000 euros. Je lui ai dit, j'accepte le tout à 390 000. Il a couru tout de suite. Il m'a dit, je vous paye tout de suite. Donc j'ai pris 390 000. Ensuite, j'ai appelé des copains qui me donnaient les lignes de crédit. Et je leur ai dit, j'ai besoin de toi, Marianne, Marco. Alors, j'ai rien à cacher. Donc des gens importants dans les lubrifiants, avec qui je suis en compétition, mais plus ou moins, on a toujours eu des bonnes ententes et je leur revends régulièrement. Je t'écoute, je te vends là 15 camions à prix coûtant. 15 camions. C'est beaucoup d'argent pour moi. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'un camion, généralement, on gagne entre 8 et 10 000 euros. C'est beaucoup. Je lui dis, par contre, je vais avoir besoin de ton argent. Je vais avoir besoin de 900 000 euros parce que je dois mettre ce capital et je dois faire un commissaire aux apports. Ça veut dire que ça va durer 3 semaines. Ça veut dire pendant 3 semaines, tu n'as pas ton oseille. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est beaucoup d'argent, Laurent. Je dis, ouais. Je dis, tu peux venir, tu mets ton fils, tu mets ta tante, tu mets qui tu veux. Tu rentres avec moi, je veux faire l'augmentation de capital. Il m'a dit, non, je le fais. J'ai pris ces 900 000 euros. Et j'ai eu les coronesses, avec ce que j'ai pris, d'aller acheter une Rolls-Royce et d'acheter un Range Rover. Allez le faire, ça. Vous allez dire, mais il est malade. Non, parce que lorsque j'ai été faire un tour chez Billionnaire, je leur fais pas de pub, je me suis envoyé pour 35 000 euros de vêtements. Je suis arrivé, j'ai été sur Chrono 24 acheter une montre d'occasion. Après, je l'ai fait donc chez mes copains Schmoulik à Anvers, qui sont des juifs, avec qui... j'en entretiens depuis des années. J'ai aucun problème de religion, comme je l'ai dit, que ce soit des musulmans, des juifs, des catholiques. Je vous dirais même, je suis bouddhiste. Donc, j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai fait un costume d'apparat. La voiture avait peu de kilomètres. J'ai plus roulé avec la Rolls qu'avec mon Range Rover. J'ai mis 40 000 kilomètres depuis que je l'ai. Elle a 40 000 kilomètres. Il y en a trop au monde. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait du porte-à-porte en Rolls. Alors, l'image, quand vous arrivez en Rolls à ça, là, il s'est dit, il nous a menti. Il a de l'argent planqué. On lui fait confiance. C'est l'image qu'on donne. C'est malheureux, mais on vit dans ce monde. Alors pour ça, beaucoup me disent, ah ouais, mais toi, t'es bling-bling, t'es machin, etc. Ça n'a jamais été pour en rien. Je rentre où il y a des gens, parfois, qui sont beaucoup plus discrets, parce que les vrais riches, ils ne sont pas comme moi. Ils se cachent. Ceux qui sont français, c'est encore pire que tout, parce qu'eux, ils profitent même pas de leur oseille. Mais à Monaco, j'avais un yacht
qui devait 27 mètres. Il y avait des 55 mètres. J'ai eu un 55 mètres, je voulais voir ce que c'était, donc je l'ai fait. Mais j'avais un 27 mètres. Sauf que moi, j'étais le seul à venir avec des voitures, du garde du corps et des belles filles toute la journée. Et c'était des copines de ma femme qui avaient une agence de modèles. Mais je les rendais fous. Parce que j'étais autre. Et les gens, ils s'intéressent à vous. Ils disent, mais pourquoi lui ? Pourquoi j'ai différent ? Parce que la fiscalité... Et là, vous sympathisez et vous faites des relations. La base, c'est de ne pas les baiser. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, qui vous fait confiance, vous devez respecter le contrat. Bonne affaire ou mauvaise affaire, vous allez vous démerder. Parce que ça, c'est la règle. Moi, c'est un petit milieu. On est 8, 9 à faire ça dans le monde. Si demain, je ne paye pas un camion, je suis carbonisé. C'est terminé. Je peux aller me coucher. C'est important à ce niveau-là. La rigueur. Mais après, il faut être soit un homme en couleur, soit pas. Moi, je n'avais pas l'argent nécessaire. Je suis reparti avec rien. Donc cet argent-là, je l'ai pris. Je m'en suis servi. J'ai remboursé mon ami. J'ai tenu ma parole. Et ensuite, j'ai soldé ma Rolls. Parce que entre-temps, j'avais pris un financement avec la caution d'un autre, etc., etc. À ce jour, j'ai remboursé la Rolls. Alors, c'est pas à moi. Vous allez dire, mais pourquoi c'est pas à son nom ? Parce que je suis pas fou. Si demain, il m'arrive n'importe quoi, c'est au nom d'une société. Parce qu'il faut toujours réduire le risque. Je sais pas, moi, ce qui peut m'arriver demain. On veut me kidnapper, on pourra rien faire. La voiture, elle appartient à une boîte. La boîte, elle est détenue par d'autres, avec des signatures, avec des contrats, etc. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Quand on est sur les réseaux sociaux, les gens ils se disent « Oh, mais il est milliardaire ». Non, je ne suis pas milliardaire. Je suis reparti avec ce que je suis. Aujourd'hui, toute ma trésor, j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'ai un yacht qui vaut 1,1 million. J'ai une Rolls qui vaut 800 000 dans les papiers que je n'ai pas payé ce prix-là. Et c'est comme sur les réseaux, ils me disent « Ah, il a un Range Rover qui vaut 235 000 €, il se fout de notre gueule, il le vend 115 ». Parce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je l'ai payé déjà 115. Voilà, j'ai la preuve. Mais c'est comme ça. Il faut aller chercher des niches et des opportunités. Et surtout, malheureusement, c'est le costume de l'honnêteté qui va faire la vision de certains. Je ne dis pas que c'est tout. Mais demain, je serais venu en 206 diesel, je ne serais jamais reparti avec 3 millions. Je vais savoir, parce que du coup, même si tu dis que là, tu es en train de refaire une remontada, tu as été millionnaire. Les sociétés ont été millionnaires. Il ne faut pas confondre. Parce que les gens confondent entre une fortune personnelle. Non. Tout ce que j'avais était au nom des sociétés. C'est pour ça qu'elle est partie avec. Mais tas de gens, j'ai tout de suite appris que les grands de ce monde ne sont pas riches personnellement parce qu'ils ne veulent pas se faire taxer. Donc, il faut que ça soit au nom de sociétés, de structures, etc. Et plus vous êtes riche, plus il y a des échanges. Ah, j'ai un chalet à Courchevel, bah tiens, moi j'ai une maison à Saint-Tropez, on fait un échange. Je me suis aperçu que plus ils sont riches, moins ils payent d'impôts. Parce qu'ils utilisent les outils. Je pense qu'un type qui est multimilliardaire demain, qu'il ait un yacht, 2, mais qu'il en ait 5. Il faut redonner aussi. Mais par contre, il faut dire au peuple, d'accord, on vous donne, mais en contrepartie, bougez votre cul. Excusez-moi, il y a des électriciens, il y a des plombés, il y a des gens qui travaillent dans des bars, qui travaillent dans des restaurants, ils sont à la maison en train de jouer à la PlayStation parce que ça leur rapporte rien d'aller bosser. Est-ce que c'est normal ? Si à coup de pompe dans le cul, je les mettrais dehors à moi. Je leur dirais, tu veux ton oseille, bah, tu vas bosser pour la France. On a les routes les plus pourries. On a le pays le plus taxé. Je suis arrivé pour se faire soigner. J'étais me faire soigner à Monaco, j'étais me faire soigner avant en Pologne, etc. Comment ça se fait que des pays soi-disant qui étaient un peu sous-développés ont des meilleures machines que nous, des meilleurs salaires ? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus un médecin polonais ou machin qui vient ? Parce qu'ils gagnent plus d'argent en Pologne que chez nous. C'est pas normal. On a des structures, c'est géré. Sincèrement, vous mettez un chef d'entreprise à la place aujourd'hui du gouvernement, parce que j'ai rien contre Macron, hein, c'est un jeune mec brillant, bon, il a tenté, voilà. Après, moi, je ne rentre pas dans les histoires politiques. La seule chose que je m'aperçois, c'est qu'on a foutu un ancien président, et pourtant qui disait que mon quartier, il fallait le laver au Karcher, mais qu'on a mis quelqu'un en prison. Est-ce qu'un président est justiciable ? Oui. Est-ce qu'on pouvait mettre ce type en prison à son âge, à 72 ans ? Non. On avait d'autres façons que de l'humilier en tant que président. On laisse des mômes se faire massacrer, des nanas se faire violer, et on les laisse dehors. Et lui, on le fout en prison. Vous voyez, il faut qu'il y ait un décalage que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, c'est pour ça que je dis, non, c'est pas bon. Voilà, c'est mon opinion. J'ai une question pour toi, parce que souvent, on dit que l'argent apporte la liberté. Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui ? J'en ai pas.
Je me sens pas du tout libre. J'en ai pas assez. Mais l'argent, c'est le taxi de la liberté. Si on a la santé, l'argent, c'est le pouvoir, c'est l'oseille. Je suis désolé, mais c'est exceptionnel. Je veux pas vous offusquer. Vous pouvez mettre la plus belle fille du monde, la plus belle Ferrari, le plus beau yacht, et vous mettez la machine à compter. Je vous regarde même pas. Je suis en train de compter les billets. C'est comme ça, chacun son truc. En réalité, l'argent, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur ». Ça, c'est pour moi les frustrés ou les gens qui n'ont pas. Parce que si on a la santé, évidemment qui fait le bonheur. Je peux remettre mes lunettes parce que j'ai les yeux comme un albinos qui gratte. En plus, c'est les lumières. Ouais, Non, c'est juste allergie au pollen. Voilà. D'accord. Je pense qu'on peut replonger dans le passé. Est-ce que tu as envie de partager avec nous un souvenir? Un souvenir. Oui. Fort. Mon premier yacht. J'ai pleuré. Ouais, mon premier yacht. Ouais, j'ai pleuré comme une madeleine. Il y a eu 2 choses qui m'ont donné de l'émotion. Ce premier yacht, et que j'ai envoyé la photo à mon père et la vidéo à ma mère pour dire « Je l'ai eu ». Je parle d'un gros, hein. Je parle pas des petits que j'ai eu, de nombreux que j'ai achetés, vendus. Mais celui-là, c'était l'apothéose. Un yacht de 55 mètres, ça restait 55 mètres. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Je ne l'ai pas eu longtemps, hein, parce que quand il y a eu le problème avec les Russes, je l'ai vite revendu parce que j'ai transpiré, hein, et je me suis fait peur. Mais je l'ai eu. Après, les choses qui m'ont fait pleurer, c'est mes enfants. C'est ma fille, c'est mes 2 derniers, là, ma petite fille, mon petit garçon. C'est des choses qui sont fortes, ça n'a rien à voir. Mais au niveau business, j'ai eu ça. Et la deuxième chose, bon là, c'est terminé parce que je l'ai revendu. J'ai eu quelque chose qui a, je dirais, satisfait mon ego. J'ai pas fait d'études. Si je vous dis ça, vous pourrez vérifier. Il y avait mon nom, je l'ai vendu. C'est une faculté et une académie que j'ai acheté. Oui, parce qu'en France, c'est différent. Là-bas, on a le droit de siéger avec plusieurs choses. Voilà. Donc, j'ai eu une université avec 5 facultés qui rapportaient. Et j'ai fait une opportunité. J'ai pas gagné des fortunes, mais ça m'a éclaté. Donc ça, je me suis dit, pour un mec qui n'est pas sorti d'études et qui n'a pas fait, qui n'a pas de diplôme, à part l'AFPI, je me suis dit, allez, on y va. Et donc, ça a été une bonne opportunité. Voilà. Mais la meilleure, plus belle joie financière, ça a été remarqué, il y avait le jet, mais le jet était en leasing, donc ce n'était pas pareil. Le bateau avait été payé. Tandis que le jet privé, c'est quelque chose, de toute façon, d'avoir incitation CJ4. Voilà, j'arrivais le vendredi soir, chauffeur, avion, et vas-y qu'on parlait. Et d'ailleurs, j'ai mon copain Arturo qui se reconnaîtra. Avec le contour, on payait pour décoller à la verticale. Lui, il faisait que ça. C'était un fou furieux. Et voilà. C'était mon voisin, au Bourget. On avait chacun un jet privé. Voilà. J'ai une question pour ceux qui nous regardent. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer, genre un peu ton portfolio, pour qu'on comprenne bien les différents business, dans quoi tu as investi? Alors, mon portfolio, il est, vous le savez, depuis toujours, j'ai toujours cherché des opportunités et des fenêtres. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un client lambda, c'est-à-dire j'étais un chef d'entreprise qui voulait réduire sa fiscalité. Donc, j'ai été dans ce qu'on appelle des fiducies, avec des cabinets d'experts, donc fiscaux, qui vont réduire la fiscalité. Et donc, c'est quoi réduire la fiscalité? C'est, on prend une société française, on va avaler de son chiffre d'affaires, on va la réduire, exprès, hein, le législateur te laisse cette porte de sortie, et pour enrichir une autre société, dans un autre pays où la fiscalité va être meilleure. Alors, certains la déguisent en ouvrant des magasins, des boutiques, etc. Et puis, je me suis dit, ça, faut le faire, mais il ne faut pas la déguiser, il faut la faire réellement. Alors du coup, j'ai fini dans une société à Genève. Puis après, j'ai fini à Luxembourg, à Capellen. Je suis rentré dans les domiciliations, j'ai appris, etc. Puis j'ai monté la mienne. Et j'ai dit, oh, c'est pas mal, mais je voudrais mieux. Donc je suis parti en Andorre. Alors celle-là était parfaite. C'était, j'avais 30 ans, 31 ans. Donc j'ai monté celle-ci. Et donc j'invitais les gens à venir. Ils montaient une société. Et je leur faisais réduction fiscale avec leurs avocats, leurs notaires, etc., tout à fait légalement. Et puis, l'Andorre est devenu, entre guillemets, blacklist. On était les petits canards, il y a eu les papeurs, les machins, etc. Donc, du coup, je l'ai ouvert en Slovaquie. Puis, j'en ai ouvert une à Sofia, en Bulgarie. Puis, j'en ai ouvert encore une 3e. Et puis, je me suis dit, tiens, on peut faire aussi Singapour. Et puis,
J'en ai ouvert pas mal. Puis je me suis dit, comme j'étais client, je voudrais faire quelque chose. Puis après, ça m'ennuyait. C'était beaucoup de temps, beaucoup de domiciliation, beaucoup de petit argent, etc. Alors je me suis dit, je veux des bureaux top et je veux pas qu'ils me coûtent. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé CPA, maintenant qui est devenu Centurion Fiscal Pro, puisque j'ai repris encore la clientèle de mon ex, puisqu'elle a gardé ça, mais elle n'a pas géré comme il fallait. Donc j'ai récupéré mes clients, j'ai récupéré mes avocats, mes comptables. Et j'ai pris des beaux bureaux donc à Bratislava. Et puis je leur ai dit, toi le comptable, c'est cadeau. Toi l'avocat, c'est cadeau. Toi c'est ça. Quand j'ai des clients, vous faites l'audit. Alors moi, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils achètent une société, une ready-made qui vaut 6 000 euros. Il y a 5 000 euros de capital, 1 000 euros pour le Slovaque qui l'a construit parce que quand vous n'êtes pas résident, il ne vous ouvre pas le compte et puis tous ceux qui ouvrent des comptes, bye bye. Je leur prends 5 000 euros d'honoraires. Je les emmène au notaire, aux banques, partout. Je fais tout. Les immatriculations, vous l'avez marqué 007 comme moi, je vous ai la plaque 007. Vous voulez vos motos, vous voulez tout, je fais tout. Et je vous présente des fournisseurs. Vous êtes marchand de piscine, je vous trouve quelque chose. Vous êtes agriculteur, je vais vous trouver quelque chose. Je vais trouver ce que j'ai, puisqu'avec toutes ces années, j'ai appris à trouver des fournisseurs. Aussi bien dans la construction, la rénovation. Et certains me disent, ah oui, mais comment on fait pour la manœuvre? Eh ben, il y a des boîtes d'intérim en France. Ben, moi, je vais vous donner une boîte d'intérim slovaque. Oh, et là, c'est les prix différents. Mais je leur trouve des fois des Roumains, des Moldaves, je leur trouve de tout. Donc, ils sont contents. Là, ils ont la banane. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? La fiducie, je leur prends 150 euros de domiciliation. Comptez, vous avez 60, 80 entreprises. Mes bureaux sont cadeaux. Voilà, c'est tout. Et je me sers de ça pour rencontrer des gens super. Parce que j'ai un chef d'entreprise qui arrive. Puis ça devient un copain. Il est content parce que je m'occupe de sa voiture. Ah ouais, en France, ils veulent m'allumer. Oui, mais là, si vous avez déclaré avoir une société holding, ils n'ont pas le droit. Puis ça, c'est le contrat de location. C'est imparable. Puis vous allez déclarer un avantage en nature aux impôts. Ils peuvent rien dire. C'est l'Europe. On n'est pas une république bananière. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas possible. Ah ouais, et Peugeot, c'est où? C'est où qu'on fabrique les Peugeot? En Slovaquie. Voilà. On a Google, on a Amazon. Voilà. On est au cœur de l'Europe, mais on joue sur la disparité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête d'une fiducie. Et c'est comme ça que j'ai les bureaux. Voilà. Laurent, est-ce que tu rêves? Ouais. Tu rêves de quoi? Beaucoup. Énormément. D'argent. Et en vérité, je me suis mis 3 ans pour faire ma remontada et revenir. Mais revenir fort. Et c'est pour ça que je fais 5 activités différentes. Donc la fiducie, vous avez compris, les produits dérivés pétroliers et des huiles. Je me lance dans les batteries. Je suis dans un programme un petit peu feutré. C'est une activité où les gens n'osent pas en parler. C'est les déchets. Parce que quand on dit les déchets en Italie, on se dit la mafia. Non. Évidemment, il y a la mafia. Si vous allez en Sicile, à Palerme, et que vous n'êtes pas avec les gens qu'il faut, il y a la mafia. Mais quelle est la mafia? Est-ce que c'est vraiment ça ou d'avoir 64% d'imposition en France et de donner ailleurs pour certains pays? Je sais que je suis un vilain. Je titille. Non, c'est-à-dire que réellement, il y a 2 pays qui ont des problèmes de détritus. C'est donc, là encore, une niche. C'est-à-dire les produits dangereux. Les produits d'hôpitaux, je me suis attaqué, et les produits d'amiante. Le TGV, il freine. Le rail. Vous savez, les petits supports qui tiennent les rails. Tout ça, c'est de l'amiante. J'ai trouvé 2 pays qui prennent ces cailloux, qui les nettoient et qui s'en servent pour faire les routes parce qu'ils deviennent propres. Nous, on ne sait pas faire ça en France. Les 2 pays, j'ai été les voir et je leur ai dit, je vous présente l'État italien et vous. On parle de 950 millions d'euros le contrat. Si je leur demande 10%, 95 millions, ils vont me sauter dans les 3 mois qui suivent. Si je leur dis, je prends une petite poignée, 5 millions par an, ils vont m'accepter comme un moustique. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, pour l'instant, on est au préambule. Et là, contre toute attente, quand ils vont arriver dans ce pays, je vais faire un deal. Je vais dire, ah non, vous avez des câbles électriques là. Vous me les vendez. Non, vous me les faites cadeau parce que je viens de vous amener des choses. On va la racheter pour peu. Et ces câbles électriques, je vais les emmener à faire fondre. Alors pour faire quoi? J'ai trouvé une machine en Europe qui ressort à 94,5% de la pureté des câbles. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais les envoyer où? En Chine, en Corée, dans les endroits où on fabrique des téléphones et tout le reste, parce que le cuivre, ça vaut une fortune. C'est encore une niche. Et je vais me servir de là où je vends mes huiles. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus vendre en Russie, malheureusement. Je n'y ai pas le droit, ni en Biélorussie. Mais rien ne m'interdit de vendre en Chine. Et puis, il y a des gens qui vendent... si moi, je ne sais pas, j'y peux rien. Moi, j'ai vendu dans des pays. Si après, ils veulent vendre aux Russes, c'est leur problème. Je pense qu'on s'est battu contre les Russes. C'est vraiment stupide. C'est deux frères. Enfin, c'est géopolitique. C'est pour moi, les Ukrainiens et les Russes, c'était deux frères. Et je pense que c'est de la perte de temps. Qu'est-ce qui distingue, selon toi, ceux qui réussissent à ceux qui ne réussissent pas? C'est pour ça que j'accepte pas les critiques. J'accepte les critiques de ceux qui font mieux que moi. Okay. Uniquement. Moi, ce qui compte, c'est ce que tu as. C'est ce que tu gagnes. C'est ce que tu as. C'est pas du blabla. La différence, elle est là, entre un bon et un mauvais. C'est comme un bon footballeur. Il va marquer. Il y a des gens qui sont moins bons et d'autres. C'est la réalité du marché. C'est comme ça. Moi, j'ai été très bon sur beaucoup de choses et très mauvais dans ma vie personnelle. En vérité, il y en a qui disent, mais c'est pas possible avec le cursus que tu as que tu t'es fait avoir. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le départ? Les deux points faibles chez certains hommes comme moi, l'amour, l'amitié. C'est les deux seules façons où on peut me baiser, en parlant crûment. Voilà, je préfère être clair, mais ça a été des erreurs. Les erreurs de mon parcours, oui, j'aurais pu peut-être devenir beaucoup plus riche. J'ai fait sûrement beaucoup d'erreurs parce que je ne suis pas sorti des études, je n'ai pas eu la chance que vous avez. Donc, j'ai perdu beaucoup d'années. Mais par contre, ce que vous n'avez pas, c'est ce que j'ai sur le terrain. C'est pour ça, quand j'entends des jeunes mecs en train de vendre des trucs, vous allez être riche, machin, etc., des marchands de courant d'air, je veux les voir sur le terrain. Parce que moi, j'en ai pris des jeunes qui me disent « Ah, je veux venir avec toi ». Je dis « Déjà, je ne prends pas de salarié ». « Ouais, je viens avec toi, je vais bosser ». Au bout d'une semaine, ils n'en peuvent plus. Je dis « Ah, mais je ne peux pas, je suis fatigué. Laurent, on se lève à 6h, à 7h, on est déjà dans toutes les concessions et c'est jusqu'à 19h le soir et ça ne s'arrête pas. » Je dis « Oui. » « Ah ouais, mais je suis fatigué, je veux rentrer. Bah, si tu veux être chef de gare ou postier, rentre à la maison. » Il faut être résilient et ça va durer. C'est pas gagné. C'est pas parce que vous allez bosser comme un con aussi pendant 10 ans que vous allez être riche. C'est difficile, je dirais que c'est un équilibre. C'est difficile. On est des équilibristes. Et la différence va se faire par l'argent. L'argent appelle l'argent. Si demain, j'ai 10 plaques sur la table, j'en fais 100, mais rapide. Mais je ne les ai pas. Donc, je repars avec... j'ai un boulet au pied, parce que je n'ai pas toute la trésor. Voilà. On arrive du coup vers la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais bien aborder? C'est mes visions, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, mais je pense que dans les années qui vont venir, c'est les sociétés de services. Parce qu'avec l'IA, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde sur le carreau. Mais le service... ça restera. Les jardiniers, les paysagistes, les trucs, l'aide à la grand-mère, le truc, le machin, le plombier, tout ce que vous voulez pas faire. C'est là où il va y avoir le fric. C'est là où il y aura l'argent. Et des sociétés de services, si demain je restais en France, ce qui ne serait jamais mon cas, mais si je devais rester en France, pour X raisons, je prendrais des sociétés de services, parce qu'on peut quand même bien vivre. Laurent, on arrive à la question qui donne sens à tout ce qu'on fait. Est-ce que Katharina t'a envie de poser cette question à Laurent? C'est ça. Are entrepreneurs born or made? En français, est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est comme ça? On te laisse y réfléchir. Tu sais quoi faire? Bien. Alors, à tous les jeunes loups et les jeunes en général, filles ou hommes, moi je dirais qu'il faut avoir dès le départ un feeling. De toute façon, on le sent. Alors, on apprend tout au long de sa vie, et j'apprends toujours, mais je dirais qu'il faut avoir le côté entrepreneurial, on le sait déjà quand on est môme. Si on a envie de vendre un sac de billes, si on a envie de vendre une moto, une scooter, quelque chose, on sent si on se sent à l'aise. Et si on se sent à l'aise, après, c'est l'école de la vie, et puis tout ce que vous aurez appris, qui vont faire que vous allez être bon. Et puis après, c'est avec le temps, on se bonifie. Donc je pense qu'on peut apprendre, mais quelque part, il faut avoir la fibre, il faut être né avec. On n'est pas entrepreneur du jour au lendemain, il faut vraiment que ça soit un petit peu comme l'atavisme quand je rentre en Espagne ou que je suis en Italie. C'est comme ça. Voilà.